Cette année, avec l'intitulé Quoi neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes sont ainsi à l'œuvre. Lancement de collection label série, mise en avant d'auteurs, autrices émergentes de nos talents, maison d'édition à découvrir, avant-première de collection à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès sa fin de diffusion live sur la plateforme WizMB. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la pré-jeunesse qui se déroulera au Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre en explorant la question d'empathie. Là, on est sur le webinaire des éditions Gallimard se dote d'un nouveau label Young Adult et Legit. Comme intervenante, nous avons Alice Guilhem, par jeunesse, et je vous la passe. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la collection Élégie, qui est une nouvelle collection qui a été lancée chez Gallimard Jeunesse au printemps 2025. Et c'est une collection jeune adulte. L'idée derrière le projet Élégie cette année, c'était de créer un écrin dédié à la littérature jeune adulte crossover, comme disent les Américains, en fait, c'est-à-dire cette littérature qui monte un petit peu en tranche d'âge et qui est aussi transversale sur de nombreux genres littéraires, de la littérature de l'imaginaire, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail dans un instant. Mais voilà, c'était aussi l'idée de proposer et de réorganiser un peu notre catalogue d'une autre manière, parce que c'est vrai que chez Gallimard Jeunesse, en fait, on a déjà eu des voix emblématiques côté jeune adulte qui ont compté dans l'histoire de la maison et qu'on ne rangeait pas forcément sous une catégorie particulière autrefois. Mais on a des plumes comme Jennifer Niven, comme Émilie Lockhart, John Green, Christelle Dabos, côté français aussi. Et puis, je dirais, un des tout premiers pionniers, c'était probablement Philippe Pullman aussi, qui a un lectorat adulte et adolescent, et qui traverse en fait un peu les thématiques et les genres, qui est en tout cas du côté de la littérature de l'imaginaire, et qui était lu assez tôt par un public adulte, tout comme peut-être aussi on peut citer Harry Potter, qui au fur et à mesure des tomes est monté en âge et avait un lectorat crossover, comme disent les anglo-saxons aujourd'hui. Donc Élégie, là je viens d'aborder un des premiers critères qui est le critère de la tranche d'âge en fait, puisqu'on s'est rendu compte notamment à la faveur du lectorat romance que aujourd'hui la littérature adolescente et jeune adulte est lue par un public assez large et qui monte assez haut en tranche d'âge. Parfois sur la romance on peut avoir des lectrices collège qui vont lire Sarah J. Maas, par exemple, et puis des femmes plus avancées dans leur vie, des mères de famille qui, à 45 ans, vont lire Fourth Wing, mais peut-être aussi Philippe Pullman. Donc, c'était un peu l'idée aussi de coller à ce nouveau lectorat et de monter un peu au-delà de ce qu'on peut faire sur la littérature adolescente. Ça nous permet d'aborder dans les livres des thématiques peut-être un peu plus graves, un petit peu plus sombre, plus difficile parfois. Donc ça peut être en littérature contemporaine. Par exemple, je pense à The Way I Used to Be, qui est un roman américain qui parle du viol d'une jeune fille au début de l'histoire, et qui avance au fur et à mesure de sa prise de conscience, de sa lutte, sa manière d'affronter le traumatisme, le silence autour, et puis ça va jusqu'au procès en fait. Donc c'est des thématiques qui sont peut-être un petit peu plus proches de l'adulte. Il peut aussi y avoir, on se l'interdisait pas autrefois, mais c'est vrai qu'il peut aussi y avoir un peu plus de sexe, que on pourrait le mettre dans un roman ado.
Donc voilà un peu le critère de l'âge. Un deuxième critère de sélection qu'on a pu appliquer aussi, c'est d'ouvrir cet écrin à toutes les littératures de genre, littérature de l'imaginaire, comme je disais, mais ça comprend quand même pas mal de choses aujourd'hui, hein, SF, fantasy, la romance dans tous ses états, hein, romantasy, cozy romance, romance contemporaine, rom-com, enfin il y a beaucoup de sous-catégories. Et ça peut aussi, en fonction des occasions, puisqu'on reste assez ouvert et opportuniste, ça peut englober du thriller. Je vais vous parler de quelques titres qui sont un petit peu côté thriller dans la collection pour cette année, l'année prochaine. Et puis même, pourquoi pas, du feel good, comme disent les Américains, parce qu'il y a beaucoup de succès aujourd'hui en librairie d'ouvrages réconfortants et de romans qui sont un peu des lectures à la fois divertissantes, légères et réconfortantes, rassurantes, qui peuvent d'ailleurs déborder de la littérature anglo-saxonne, parce que là, je vais vous montrer beaucoup de titres qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre, mais l'idée, ce serait aussi, par exemple, pourquoi pas de poursuivre jusqu'au Japon ou en Corée avec des romans asiatiques qui sont pour nous super alléchants pour le lectorat. Donc voilà, pour vous parler un petit peu d'élégie, vous avez vu qu'en effet, j'ai parlé, j'ai donné quelques clés et quelques mots de vocabulaire du lexique plutôt empruntés aux anglo-saxons. C'est vrai que pour l'instant, dans la collection Élégie, on a surtout des traductions, mais on serait ravis d'accueillir des auteurs français. Rien n'est fermé pour la suite. Peut-être je peux vous dire un dernier mot aussi sur le choix du titre de la collection, en fait, Élégie, qui est évidemment un poème, en fait, mais qui fait écho aussi à la passion amoureuse, à des émotions fortes, et aussi à un état de mélancolie. Donc, pour nous, ça nous permettait d'englober de la littérature et puis aussi des lectures plus populaires, comme je vous ai dit, un peu dans tous les genres que j'ai cités tout à l'heure. J'ai oublié d'activer ma présentation. Je vais activer le petit document que j'avais préparé. Donc voilà, voilà Élégie en quelques slides, avec une petite présentation qu'on avait faite en début d'année. Là, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit, hein, sur le catalogue et les auteurs du fond chez Gallimard Jeunesse, qui étaient un peu, d'une certaine manière, qui faisaient un peu ça sans le savoir. Et puis, nos deux critères qui sont l'âge et les genres littéraires. Voilà un petit aperçu de ce qu'on a pu déjà lancer en partie cette année. Donc, à partir du printemps 2025, on a sorti 2 nouveautés. Je vais rentrer un petit peu plus dans la présentation des ouvrages déjà disponibles. On a commencé avec un roman américain qui s'appelle Wilderness of Girls, qui est un thriller. Je dirais que l'ambiance est un peu similaire à ce qu'on a, par exemple, dans Les Vierges suicidées, le film de Sofia Coppola, mais qui était lui-même adapté d'un roman génial de Jeffrey Eugenides qui portait le même titre, parce qu'il porte en lui cette atmosphère de sororité très forte, en fait, qui commence aux États-Unis dans une toute petite ville, où sont découvertes, totalement livrées à elles-mêmes, un groupe de jeunes filles dans les bois sauvages, au milieu de nulle part. Et on va essayer de comprendre ce qui leur est arrivé par le biais d'une narratrice qui va se lier d'amitié avec l'une de ces filles et essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Elles ont grandi en fait dans la forêt, élevées par un personnage un peu inquiétant qui s'appelle Mother. On imagine qu'il y a peut-être derrière ça une histoire de maltraitance, mais en fait, le thriller va bien au-delà de ça et est une réflexion absolument géniale sur aussi le rôle des filles dans la société, comment on les éduque, comment ces filles-là vont se retrouver en porte-à-faux avec la société qui attend autre chose, le système scolaire, les familles d'accueil où elles vont se retrouver. C'est une réflexion passionnante sur la liberté, en fait, et la manière dont les jeunes femmes aujourd'hui sont éduquées dans la société.
Aussi dans cette dimension un peu de nature à l'américaine qui est surtout prégnante dans certains passages où on les retrouve dans leur vie au milieu des bois, ça fait aussi un petit peu penser à Captain Fantastic, dans l'idée aussi d'arriver à, à grandir autrement et pas forcément dans les normes et les contraintes qui sont celles de la société aujourd'hui, notamment pour les filles. Toujours au printemps, on a sorti un roman anglais qui était signé d'un de nos auteurs au catalogue. C'est un jeune auteur qui s'appelle Tom Helen et qui avait signé des romans en middle grade pour nous, en junior. Et là, c'était son premier titre adulte. Il s'agit d'une comédie romantique très savoureuse, avec le charme vraiment britannique, des dialogues vraiment savoureux, légers, drôles. Et la particularité de cette comédie romantique, un peu à la Love Actually, pour vraiment le soin qui est apporté au sens de la répartie et au dialogue entre les deux protagonistes, c'est le décor, puisque ça se déroule dans un studio, dans une maison de production et dans les coulisses d'un show télévisé où l'héroïne, tout comme le garçon qui est le deuxième personnage principal de l'histoire, rêve de travailler. Elle, c'est la carrière qu'elle a envisagée depuis toute jeune. Elle veut écrire, un peu comme au Saturday Night Live aux États-Unis. Elle veut écrire et faire partie d'un pool d'écrivains dans une grande émission télé humoristique. Et son plan va être un peu empêché par l'irruption d'un garçon qui n'est autre que le neveu du directeur du programme. Et évidemment, ils vont s'affronter et surtout tomber amoureux, enemies to lovers, dans cette rom-com anglaise très mignonne qu'on a sortie pareil au démarrage de la collection. Plus récemment, à l'automne, on avait deux nouveautés. Un titre en septembre de Marisha Pessel, que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce qu'elle avait signé chez Du Monde Entier, chez Gallimard, côté adulte, La physique des catastrophes, qui était son premier roman. C'était la révélation d'une jeune autrice new-yorkaise. C'est vrai que c'était un premier titre absolument fabuleux. Et ensuite, elle a signé aussi d'autres romans en jeunesse et en ado, et notamment celui-ci, qui est une sorte d'escape game thriller qui se déroule sur une île assez inquiétante. En fait, l'héroïne de l'histoire, qui vit dans sa petite ville et qui a ce petit problème avec sa mère, est sélectionnée pour faire partie d'un programme et d'un jeu par une pardon, comment dire, la directrice pardon, je cherche mes mots. C'est une inventrice créatrice de jeux, en fait, qui est morte et pour qui est organisé un jeu concours entre 7 adolescents qui vont devoir s'affronter dans des épreuves, et un escape game assez sombre et inquiétant, labyrinthique, sur une île où elle avait construit son atelier, en fait, et la maison où elle concevait tous les jeux pour ses ados. Donc on est dans une espèce de thriller assez brillant et complexe, où ils s'affrontent pour essayer de gagner ce jeu et de devenir en fait le propriétaire du dernier jeu en date de cette fabuleuse inventrice. Et on retrouve l'écriture brillante de Marisha Pessel, qui a été saluée. D'ailleurs, je crois qu'on a une petite quote d'Émilie Lockhart, qui est une de nos autrices aussi au catalogue et qui a salué cette nouveauté. Ensuite, toujours sur l'automne, là, on vient de sortir en septembre dernier, dans un genre totalement différent, un titre qui s'appelle Falling Like Leaves, et qui est une romance de l'automne, un titre saisonnier ultra réconfortant, qui se passe sur la côte est américaine, dans une petite ville, avec une héroïne qui est en dernière année à l'école, au lycée, et qui se retrouve à devoir déménager, contrainte par sa mère et par la séparation entre ses parents. Et elle va devoir déménager et s'installer dans une toute petite ville
Et là, retrouver un garçon avec qui elle passait ses étés, enfin un été particulièrement, quand elle était un peu plus jeune, et c'était son premier crush en fait d'adolescente. Elle l'a un peu oublié, lui pas du tout, et donc on va retrouver les deux protagonistes dans une romance très mignonne et très charmante, parfaite. Évidemment, vous voyez la couverture, c'est très saisonnier et parfait pour les pardon, je vais passer un petit peu plus loin pour que vous voyez mieux les couvertures. Voilà. Parfaite pour les mois ambreux à lire et bouquiner sur son canapé avec un plaid et une tasse de pumpkin spice latte. Donc voici pour Falling Like Leaves qui était la nouveauté là, du mois de septembre cette année. Pardon pour les petites interruptions. Donc celui-ci, pour le coup, il nous réussit bien, on est très contents. Je regarde un peu les questions en commentaire pour répondre un petit peu à ce que vous me demandez. La part des traductions dans la collection, alors c'est ce que je disais un peu au début. En fait, pour l'instant, on a une écrasante majorité de titres étrangers, mais on aimerait beaucoup avoir des auteurs français qui signent dans la collection aussi. Donc vraiment, c'est tout à fait possible, et on attend les manuscrits et les propositions. La romance, c'est pas incontournable du tout, hein. On a des titres qui n'ont pas forcément un élément de romance dedans. C'est le cas par exemple du tout premier qu'on a sorti, Wilderness of Girls. C'était pas une romance. L'idée, c'est vraiment de proposer des ouvrages qui soient en adéquation avec et en correspondance avec un lectorat ado plus, qui colle à cette génération de lectrices, et majoritairement des femmes, hein, quand même, qui sont à la fois, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des filles qui sont au lycée ou au collège, mais aussi des lecteurs, des lectrices adultes. Donc voilà, pas que de la romance. Et on a assez peu de romances avec du sexe pour le moment. Par exemple, Falling Like Leaves, dont je vous parlais à l'instant, c'est, comme disent les Américains, une clean romance. Il n'y a vraiment aucune dimension sexuelle dedans. Et pourtant, il est lu par un lectorat adulte également. Et je crois que c'est son côté frais et finalement léger qui passe super bien et qui fait l'unanimité auprès des lectrices. Après, sur le nombre de titres de la collection, oui, j'avais pas précisé, parce que là aussi, on se laisse les possibilités les plus larges, et on n'a pas envie forcément d'avoir un nombre trop important, en tout cas au début. Mais la première année, il me semble qu'on a 6 ou 7 titres. L'année prochaine, on en aura un petit peu moins. Ça dépend. En fait, c'est vraiment en fonction, c'est de la littérature, hein, donc c'est en fonction des coups de cœur qu'on a sur des titres. Donc, c'est assez ouvert. Voilà. Et le programme 2027, non, il n'est pas complet. En fait, c'est surtout 2026 qui est complet. Après, on aura peut-être des auteurs, des autrices qu'on va retrouver en 2027. Une fois qu'on a lancé des choses, parfois, il y a des nouveaux projets qui surgissent. Mais 2027, c'est encore très ouvert. Et pour l'instant, on a de l'anglais, mais moi, on avait des idées éventuellement d'auteurs asiatiques, japonais ou coréens ou autres, par exemple. Mais si on a une très bonne lecture, par exemple, suite à la foire de Francfort, en langue allemande ou autre, vraiment, on ne s'interdit rien du tout. Au contraire, l'idée, c'est de pouvoir accueillir le plus de choses différentes possibles. Donc, Falling Like Leaves, oui, voilà, celui-ci, vraiment, on est content parce que c'est un beau succès pour la rentrée. Et puis, l'autrice a décidé de poursuivre avec, dans le même univers, dans la même petite ville américaine. Et elle reprend certains des personnages adolescents du premier tome pour écrire 3 autres romans dans le même univers. Et donc, il y en aura un pour l'année prochaine qui se passe en hiver. On pense aussi aux romances de Noël et aux romances de l'Avent, hein, qui ont un grand succès aujourd'hui. Et celui-ci, elle vient de l'écrire, il vient de nous arriver, pardon, et
et c'est une lecture ultra plaisante. Il est presque plus charmant que le premier, hein. Donc elle a vraiment bien réussi à poursuivre. C'est pas toujours évident de reprendre des personnages, de recommencer un peu à la manière d'eux, mais de trouver quelque chose de frais et de nouveau à dire, et elle s'en sort très bien. Il s'appellera Falling Like Snow et on l'a programmé pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre à venir? Alors, en octobre, on a publié The Notorious Virtues de Alwyn Hamilton, qui est une autrice anglaise. C'est un diptyque, une fantaisie dans un univers ultra glamour. En fait, c'est un peu un Gossip Girl dans un royaume magique, avec une lutte entre deux héritières. L'une fait partie de la famille qui est sur le trône de ce royaume où gronde une sorte de révolution, en fait, avec d'un côté une population qui vit dans la pauvreté, enfin en tout cas qui est au bord de la rébellion, et puis une famille qui a quasiment les attributs d'une famille royale, hein, qui possède la magie et la richesse, qui règne sur ce royaume, et donc une des héroïnes est l'héritière en titre. L'autre est une orpheline qui était inconnue parmi toutes les cousines de la famille, et qui va se retrouver comme potentielle héritière et rivale de l'autre protagoniste. Donc elles vont s'affronter et surtout faire équipe pour arriver à accéder au trône. C'est un univers qui est vraiment brillamment décrit, en fait, avec une magie ultra glamour dans comment dire, les tenues, les accessoires qui sont tous dotés d'attributs incroyables, comment dire, l'ambiance avec des fêtes, des cocktails. Donc c'est assez amusant, vraiment très Gossip Girl. Et de l'autre côté, un élément un peu plus suspense, puisque l'une des deux héroïnes enquête sur la disparition de sa mère, qui a été en fait assassinée, et elle va être aidée dans son enquête par un journaliste nonchalant génial, qui est assez malin et qui va faire équipe avec elle. On aura un deuxième tome l'année prochaine pour Notorious Virtues, et on vient de le lancer là, en fait, en octobre dernier. Et puis pour terminer l'année, on a The Harvest of Hearts. C'est la découverte d'une autrice américaine qui a signé une sorte d'hommage littéraire, en tout cas pour le démarrage de l'histoire, à Diana Wynne Jones et Le Château de Hurle, que vous avez peut-être vu adapté par Miyazaki. C'est l'histoire d'une jeune fille tout à fait ordinaire qui grandit dans un petit village, et dans ce royaume, en fait, les sorcières arrivent régulièrement voler le cœur des hommes pour produire leur magie. Hélas pour elle, elle va tomber sur un sorcier masculin assez énigmatique et un peu étrange, qui passe un jour et qui va lui dérober son cœur, sauf que contrairement aux autres victimes des sortilèges, elle ne va pas se laisser faire, elle décide de partir, de retrouver cet étrange sorcier, et de se faire embaucher dans sa maison, qui est une maison magique absolument extraordinaire, avec un chat qui parle. On est vraiment dans des codes et des références littéraires à Diana Wynne Jones qui sont vraiment très chouettes, et elle va se faire embaucher comme gouvernante dans la maison du sorcier, pour essayer de retrouver son cœur et surtout de comprendre ce qui se passe et comment fonctionne la magie de ces sorcières qui font peser un sortilège lourd sur tout le royaume. Ça, c'était une vraie découverte, en fait, avec une écriture vraiment particulière, un peu sombre. C'est un conte gothique envoûtant. Et puis surtout, là, pour la tranche d'âge, justement, on en parlait un petit peu, il y a en effet certaines allusions un petit peu plus sexy, je dirais, mais il n'y a pas de scène graphique, simplement, il est pour un public un petit peu plus âgé, celui-ci. Voilà. Ensuite, ça c'est pour
première année 2025. L'année prochaine, on a commencé à travailler sur le programme 2026. En début d'année, on va avoir dans le genre thriller une nouveauté, un premier roman d'une jeune autrice américaine d'origine Pendjabi, indienne, qui plante son roman dans un décor du sud des États-Unis, avec tout ce que ça peut avoir de magie et de gothique un peu sombre et un peu dark. C'est un thriller avec la disparition d'un élève dans un lycée et un groupe d'ados notamment l'héroïne, qui va enquêter pour essayer de le retrouver, et qui va surtout découvrir la présence d'éléments assez inquiétants, et notamment le titre When Devil Sing laisse penser, je ne veux pas spoiler tout, mais qu'en effet elle va faire des rencontres assez étranges avec un personnage un peu diabolique avec qui elle va passer un pacte pour essayer de retrouver ce copain qui a disparu. Premier roman vraiment singulier, très fort, un peu à la Stephen King dans le côté thriller horrifique, avec ce décor infusé du vieux sud des États-Unis qui est vraiment génial. Et celui-ci, on le sort en tout début d'année, en janvier. Et je me dépêche de terminer, je vois l'heure qui tourne. Juste pour vous dire que dans Élégie, on a aussi prévu de publier des auteurs et des autrices qu'on a publiés autrefois au catalogue. C'est le cas de Jennifer Niven, que vous connaissez peut-être en roman ado. Le dernier en date, c'était une romance d'été avant la tendance romance qui a un peu submergé toutes ces dernières années, mais elle avait signé un titre qui s'appelait L'été de tous les possibles, qui était une vraie romance ado contemporaine, réaliste. Et là, c'est son premier thriller, et j'avoue, le coup d'essai est assez magistral, qui se passe dans un collège, enfin dans une université américaine de la côte Est, avec une jeune héroïne qui est sélectionnée pour faire partie d'un programme d'écriture, et qui va se retrouver avec un groupe d'étudiants à suivre un cours avec une ancienne élève de l'université qui est aussi devenue une écrivain renommée, une productrice de films, et qui est un personnage hautement inquiétant et sombre. Et donc, voilà, les élèves vont se retrouver un peu à affronter ce professeur qui était présente sur ce même campus des années auparavant, alors qu'il y a eu un meurtre qui a été commis. Voilà. Donc, on a un décor, comme disent les Américains, Dark Academy, c'est-à-dire un roman qui se passe sur un campus américain, avec une veine thriller, et qui fait un petit peu penser dans l'inspiration au Maître des Illusions, par exemple, de Donna Tartt, qui était un roman emblématique il y a probablement plus de 20 ans, mais qui est resté une référence sur ce genre-là. Voilà, donc on est vraiment dans des atmosphères un peu similaires pour cette nouveauté de Jennifer Niven pour l'année prochaine. Et puis on aura plein d'autres au fil des mois, pour continuer dans la collection Élégie en 2026. Voilà pour le programme de cette nouvelle collection chez Gallimard Jeunesse. Je regarde s'il y a d'autres petites questions éventuellement. Disons qu'il y a un petit critère peut-être que je peux ajouter à la présentation, c'est de vous dire aussi que parfois on a trouvé, nous, chez Gallimard Jeunesse, que en romance en particulier, dans tout ce qu'on a pu lire depuis 2 ou 3 ans, parce que Dieu sait qu'on a été complètement submergés, et notamment, moi, je m'occupe de littérature étrangère, donc au retour des foires de Bologne ou de Francfort, beaucoup de romantécie. Et le problème de la romantécie, c'est que parfois, la qualité est quand même pas toujours au rendez-vous. Il y a beaucoup de choses qui sont assez clichés. La problématique des héroïnes féminines aussi nous a marqué, dans le sens où elles sont censées être souvent des guerrières ultra fortes, et en fait, page 50, elles vont succomber à au premier torse et au premier muscle et pectoraux présentés. Et ça, on trouvait que c'était toujours un peu schématique et un peu cliché. Et donc l'idée, c'est aussi de sortir un peu de ce flot de propositions pour essayer de gagner un petit peu en qualité avec des
avec des modèles pour les lectrices, et notamment les jeunes filles, des modèles qui soient un peu différents. Et là, dans les titres que je vous ai montrés très rapidement, hein, mais on a des personnages féminins qui collent peut-être un peu plus à la réalité. On n'est pas dans un fantasme, on est dans des héroïnes qui ont une vie normale, qui essayent de se débrouiller comme elles peuvent et dans lesquelles, je pense, les lectrices se retrouvent bien aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a encore des petites questions. Ouais, c'est super ça. When Devil Sings pour les Goodreads Awards, c'est génial. Alors, on n'a pas d'adresse pour les manuscrits LJ. En revanche, il y a une adresse dans les ouvrages maintenant qui est indiquée dans tous les ouvrages Gallimard Jeunesse. J'en ai pas un sous la main. Mais si vous en avez un, vous verrez l'adresse exacte pour envoyer tous les manuscrits aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, merci beaucoup pour vos commentaires. Ça fait très plaisir. Et on souhaite longue vie à Élégie, qui est une œuvre collective. Parfois, dans certaines maisons, on a un directeur de collection. Je voulais juste préciser que là, ce n'est pas le cas. Toutes les éditrices sont mobilisées pour travailler sur les ouvrages tous ensemble. Ça aussi, c'est un peu différent de certaines maisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice Saint-Guilhem, pour cette présentation d'Élégie de chez Gallimard Jeunesse. Merci aux spectateurs pour vos interventions et vos questions et votre écoute attentive. Et puis, peut-être à bientôt à Montreuil. Merci. En espérant. Et aussi, j'ai vu sur le chat que vous posiez la question, comme j'ai répondu, vous pouvez retrouver cette intervention en replay sur Wezenby et au salon à partir du mercredi 26 novembre. Tout le programme est à retrouver sur slpj.fr. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.